À l'émission aujourd'hui, on vous présente le Mercedes EQE. En compagnie de Charles Drouin, on parle du Salon de l'Auto de Québec. Patrice Ouellette vient analyser le marché automobile de 2024. On a beaucoup de nouvelles de l'industrie avec Maxime Dubois et on répond à vos questions. Comme vous avez pu voir, beaucoup de sujets à l'émission aujourd'hui. Et pour en discuter, Jacques, bienvenue. Salut, Jacques. Salut, Daniel. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Alors, Jacques, on va parler immédiatement du véhicule que nous avons en studio parce que Mercedes nous a envoyé un beau EQE, version sport utilitaire, version 500, parce qu'il y en a des versions du côté de chez Mercedes, on ne se gêne pas. Mais on s'est lancé à fond dans l'électrification. Il faut dire qu'avec BMW, là, c'est les deux compagnies qui se font vraiment une guerre à finir au niveau de l'électrification. Et Mercedes ont décidé d'y aller avec leur propre ligne de modèles, mais on a des EQE pour un sedan, puis on en a pour sport utilitaire également. Je pense qu'il est mieux réussi dans le sport utilitaire. Vraiment un beau véhicule, format quand même assez volumineux parce que le EQE est assez gros. Intérieur, extérieur, bien dessiné. Quand même de l'autonomie au niveau de la batterie assez intéressante. Donc, c'est un véhicule qui est dans le marché quand même assez fort. Il faut débourser pas mal cher pour l'avoir. Ça, on va en parler tout à l'heure, mais dans l'ensemble, un beau produit. Oui. Comme tu disais, le EQE 2024, on sait qu'il est sur le marché depuis un an environ. Moi, je ne pensais pas que Mercedes arriverait aussi rapidement avec plusieurs modèles de véhicules à mettre sur le marché. Et ils se sont fait pousser dans le dos, là, mais pas à peu près. Lorsqu'ils ont vu que Tesla prenait autant d'espace, Tesla est arrivé en 2012 sur le marché environ. Puis au début, on les a pas tellement pris au sérieux. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que, oui, il fallait embrayer là, parce que les autres, ils semblaient la lame à terre et puis ils bousculaient beaucoup de gens. Ils bousculaient aussi énormément au niveau des gens qui ont acheté les Tesla et qui se sont mis à dire tout le bien et tout ce qu'ils pouvaient faire avec leur véhicule, que ça ne semblait pas énervant de pouvoir partir d'une région à aller à une autre et d'être vraiment pris en chemin. Bien entendu que tous les gens qui veulent s'acheter un produit électrique, bien, c'est qu'ils voudraient tous avoir une autonomie extraordinaire. C'est pas encore le cas. Ça va prendre quelques années, je pense, avant qu'on arrive avec des piles qui vont permettre de mieux durer. Le véhicule qu'on a ici, bien, il se situe, si on veut, là, au niveau de dimension. On peut-tu appeler ça un intermédiaire au niveau véhicule? Il se situe entre le EQB et le EQS. Et au niveau des batteries, bien, ça varie aussi. Parce que le EQB a une batterie de 70,5 kWh et le EQS a 120 kWh de batterie. Et le véhicule qu'on a ici a 90,6. Alors, il se situe entre les deux et il permet une autonomie de quoi? 380, 375, 380 km. Ça varie. Ouais. Annoncé, ça varie selon 433 annoncés. Mais évidemment, ce temps-ci de l'année, c'est plus autour de 360. Mais ce que j'aime du côté de chez Mercedes, c'est qu'on nous indique les deux. Donc, on nous indique le maximum que tu peux faire au moment où avec la température. On analyse la température, etc., les derniers trajets. Puis ça te donne deux possibilités. Donc, 430 le matin quand il est plein, pour moi, et le réaliste à 360, 370. C'est ça. C'est que quand au-delà de 400, là, ça veut dire que t'es batterie pleine à 100 %, alors que généralement, les gens roulent avec des batteries à environ 80 %. Alors ça fait quand même une différence. Mais moi, ce que je retiens, premièrement, de ce véhicule-là, c'est qu'il est fabriqué aux États-Unis. Il est fabriqué en Alabama, tout près d'une usine de batterie. Alors, Mercedes n'a pas voulu s'installer trop loin, justement, pour le transport des batteries. C'est ça, être capable d'en jouer beaucoup. C'est un beau véhicule qui a un beau design. La partie avant qui est complètement fermée, mais qui est quand même assez jolie au niveau coup d'œil. Moi, j'aime beaucoup ce véhicule-là. C'est un véhicule avec un plancher qui est plat.
facile de monter à bord, aussi facile de descendre. Et ce que je remarque, c'est que Mercedes, comme de coutume, on utilise des bons matériaux pour la fabrication, un bon assemblage, on est rigoureux au niveau de l'assemblage, de la présentation du véhicule, et ça se voit immédiatement quand on regarde le véhicule, et surtout lorsqu'on ouvre la porte tiers pour monter à bord et qu'on voit le tableau de bord qu'il y a à l'intérieur de ce véhicule-là. Alors, moi, ce que j'aime chez Mercedes, des sièges, la façon dont ils sont faits, le confort qu'on retrouve dans ces sièges-là, le volant qui est toujours un des très beaux qui est fabriqué dans l'industrie de l'automobile. Et là, on a justement cette fameuse... c'est quasiment du porte-à-porte là, au niveau de l'écran qu'on a au tableau de bord. On appelle ça quoi? Les trois... Aïe quelque chose, Aimus, hein? Un curieux nom pour moi que je n'ai pas appris par cœur encore, mais qui nous permet d'avoir 3 écrans. Et moi, je trouve que c'est des écrans qui sont dérangeants. Moi, je suis peut-être pas rendu à l'étape là, de pouvoir dire qu'on est capable de jouer sur ces écrans-là et d'avoir du plaisir, mais bien entendu, ça prend un temps d'adaptation pour pouvoir être capable d'en contrôler une certaine partie. Justement, changer les températures, puis avancer les sièges. C'est très technologique. Très, très technologique. Alors, c'est un véhicule qui, au niveau insonorisation, au niveau confort, c'est un véhicule qui est dur à battre. C'est un véhicule, par exemple, si on regarde au niveau des roues, on peut avoir des roues de 19 pouces, 20 pouces, 21 pouces. Je pense qu'on peut avoir même jusqu'à du 22 pouces. Alors, c'est des roues. Mais tout ça ajoute pas nécessairement au rendement, ajoute surtout au coup d'œil, parce qu'on sait que plus les roues sont de grandes dimensions sur un véhicule électrique, on consomme davantage au niveau énergie. Moi, je pense que les gens qui vont acheter ces véhicules-là vont aller fort probablement vers ce qu'on a ici en présentation. La version 500, c'est la version que je recommande le plus. Ben oui. C'est un peu la version intermédiaire. Puis l'autonomie, déjà, là, c'est quand même bien à 430 km. C'est sûr que là, on est rendu où on veut avoir les 2e, 3e générations de véhicules, là, où nous sommes rendus dans l'électrification. On espérait un nouveau véhicule comme ça dépasser le 500 km, 550, 560. Non, on n'est pas là encore. Mais la puissance pour la version 500 qu'on a ici, la version de base, c'est à 280. Oui. Là, on a 402 chevaux. On a au-dessus de 600 livres de coupe. Ça avance pas à peu près, cette affaire-là. Mais l'agilité, parce qu'on est dans un intermédiaire un peu plus grand, mettons. Oui. Et avec les roues directionnelles arrière, ça fait en sorte qu'on se stationne comme si on avait une Yaris dans les mains. Là, c'est incroyable. Ça vire un rayon de braquage de 10,5 mètres, je pense. Oui, donc, ça ça tourne sur lui-même, ce véhicule-là. C'est beaucoup plus agile que sa dimension le laisse présager. Bon, tu as parlé de l'insonorisation, du confort. La technologie qu'on doit apprivoiser à l'intérieur du véhicule, ça va de soi, bien sûr. Et évidemment, on commence dans l'électrification. Ça fait que Mercedes ne sont pas sans tâche au niveau de la fiabilité, au niveau des systèmes de mise à jour et tout ça. On est en train d'apprivoiser tout ça. Une affaire que je n'aime pas du tout sur le véhicule, c'est les poignées rétractables. C'est bien beau, c'est un beau coup d'œil, là. Mais avec nos hivers ici, c'est pas à point encore. Et ça ajoute encore de l'électronique justement pour faire actionner ces poignées-là. Moi, une chose que je remarquais, c'est qu'au niveau du coffre du véhicule, c'est un coffre d'une bonne dimension. C'est 9h30 pour le temps de recharge sur une borne 240. Lorsqu'on va sur la plus grosse, 400, c'est un temps de recharge d'environ 30 minutes. On peut utiliser maintenant... Ces véhicules-là vont venir avec un adapteur pour qu'on puisse utiliser les bornes Tesla, parce qu'il y a davantage de bornes Tesla. Et ça permet justement aux gens d'attendre moins à certaines bornes. À fin de semaine, je roulais en direction de Montréal et j'ai vu, par exemple, sur la 20 à Saint-Léonard d'Aston, combien il y avait de véhicules qui attendaient pour se brancher. Et je pense qu'on a vraiment besoin de bornes pour pouvoir justement lancer davantage. Le gouvernement a annoncé plusieurs nouvelles bornes. Puis évidemment, maintenant, l'utilisation des bornes Tesla va régler vraiment une bonne partie du problème. Oui.
Et les véhicules, on a parlé qu'ils ont des thermopompes. Et l'avantage des thermopompes, c'est que ça permet justement d'emmener davantage de chaleur à l'intérieur du véhicule, autant l'hiver que l'été, qu'on va pouvoir jouer avec ça. Avec les puces qui sont revenues, là, donc les thermopompes reviennent dans les autos. Justement. Et ça permet de chauffer, de réchauffer l'habitacle beaucoup plus rapidement. Oui. Alors, moi, je pense qu'ils ont un bon véhicule. Ça, le prix, bien ça, c'est une autre chose. Parce que le fameux tableau de bord, juste le tableau de bord qu'il y a en dedans, d'une porte à l'autre, là, bien, c'est 9 900 je pense, d'options. Il y en a. Mercedes, ils ne gênent pas pour en mettre des options. Ça a toujours été ça. 94 000 à 132 000, 133 000, environ. Grosso modo. Environ, oui. Beau véhicule, agréable. Allez faire un essai. Ouais. Absolument. Merci, Jacques. On se revoit tantôt. Alors voilà, si vous voulez nous rejoindre, 670-9078, poste 230 ou encore virage à télémac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre, nous poser vos questions et commentaires. À la fin de l'émission, on répond à vos questions et je donne des gagnants pour les paires de billets pour le Salon de l'Auto de Québec. Si vous voulez gagner, c'est simple. Une de nos plateformes, vous nous laissez tout simplement le message « Je veux gagner des billets pour le Salon de l'Auto de Québec » et on va vous en attribuer, évidemment. On s'arrête à virage et on vous revient. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Nous sommes de retour à Virage et je suis maintenant en compagnie de Charles Drouin, chef de la direction pour la corporation Mobilis. Bienvenue à Virage, Charles. Merci. Ça va bien? Super bien. Alors évidemment, tu es ici. Dans ce temps-ci de l'année, c'est pour parler du Salon de l'Auto de Québec. Évidemment, on va faire le tour du salon, mais avant, tu vas me parler un peu des dates, quand il a lieu et qu'est-ce qu'on va y retrouver. Oui. Bien, à Québec, le Salon d'auto a toujours lieu dans la semaine de relâche. Donc, cette année, ça va avoir lieu du 5 au 10 mars prochain au Centre de foire de Québec, sur le site d'Exposité. Ça sera une présentation de IA Auto-Habitation en collaboration avec la banque Scotia. Et si tu me permets également, le 4 mars, c'est notre soirée avant-première. Donc, la soirée qui vient en aide aux gens qui éprouvent des problèmes de mobilité. Donc, l'ensemble de l'industrie va être réuni. Ça, la soirée bénéfice, Charles. Puis, est-ce qu'il y a encore des billets disponibles pour le grand public ou c'est pas mal tout vendu? Non, absolument. Le grand public peut venir depuis quelques années, justement, à notre soirée bénéfice. C'est l'occasion de voir le Salon de l'Auto, je dirais, dans une atmosphère complètement changée. Acrobates sur place, donc cocktail dînatoire, breuvage, tout y est vraiment là. Ah, ça va être une belle soirée encore. Toujours le fun. Salon de l'Auto de Québec, l'année passée, vous vous êtes vanté, plus de marques au Canada, le salon où on retrouve le plus de marques et de modèles, donc plus d'autos au Canada. Est-ce que c'est encore le cas cette année? Oui, c'est la vérité, Daniel. À Québec, tu sais, on aime ça, les records. De un, le Salon de l'Auto de Québec, c'est le salon numéro 1 au Canada, toujours dans les salons automobiles, au prorata de sa population, pour ce qui est des visiteurs. Et comme c'était passé, on est le salon également canadien pour la deuxième année consécutive à présenter le plus de marques. Cette année, c'est environ 34 marques qui vont être présentées pour les visiteurs. Entre autres, on est l'un des seuls salons canadiens à présenter Stellantis. Cette année, Ford et Volkswagen nous font le plaisir, l'honneur d'être de retour également pour le plaisir, bien évidemment, des visiteurs. Et on réussit à faire cet exploit-là grâce justement à la collaboration de nos concessionnaires. Parce que les concessionnaires à Québec, la grande région de Québec, comprennent l'importance du Salon de l'Auto pour faire rayonner l'industrie, puis bien évidemment stimuler les ventes, là. Oui, puis bravo aux concessionnaires de la région de s'impliquer. D'ailleurs, tout le monde aime le Salon de l'Auto de Québec. Là. Ça, c'est depuis toujours à Québec. C'est vraiment un franc succès. Mais les concessionnaires mettent de la pression sur l'industrie, réussissent à avoir des véhicules quand même pour la population. Ça, c'est vraiment le fun. Et garder le Salon de l'Auto en vie parce que c'est pas facile pour les salons de l'auto là, à travers le monde présentement, Charles. Non, vraiment pas. On voit qu'il y a une tendance mondiale. On a vu plusieurs salons maintenant qui sont en train de prendre une nouvelle formule, c'est-à-dire qu'ils s'éloignent davantage du véhicule traditionnel et s'en vont davantage du côté expérimentiel. Plusieurs salons maintenant s'en vont davantage également vers les salons, je dirais, de mobilité, mobilité sens large. Donc, ils vont présenter des voitures, mais également des bateaux, des motoneiges, des côte-à-côte, peu importe. On regarde là, Détroit qui revient à ses dates initiales, Genève qui vient d'annoncer il y a quelques heures à peine, je pense, qui ont complètement une nouvelle formule. Donc, ça s'éloigne
de l'époque standard où est-ce qu'il y avait des véhicules statiques sur le plancher. Et personnellement, je le dis depuis des années, c'est la mort des salons de l'auto si les promoteurs continuent à présenter que des véhicules. Le visiteur a besoin d'émotions, d'expérience, et c'est à nous, les promoteurs, à leur offrir cette expérience-là. Donc, tu es en train de nous dire que probablement que le salon va évoluer au cours des prochaines années et on n'aura pas le choix. Le salon à Québec, pour moi, sans être, je vais être humble, mais on est avant-gardiste depuis des années, depuis environ une dizaine d'années. On a pris un virage familial. Ouais. Cette année, on relève la barre, donc c'est vraiment un côté événementiel encore plus fort. Moi, je le dis, cette année, au Salon de l'Auto de Québec, ça va être un festival d'activités. C'est très simple. Là. Au Salon de l'Auto, il y a 6 salles au complet dans le centre de foire. Donc, 5 salles pour présenter l'ensemble des nouveautés automobiles. Et dans la 6e salle, la zone E, là, c'est vraiment l'endroit où est-ce qu'on va venir rêver, qu'on va venir vivre une expérience, justement, là, davantage côté expérience événementielle. Entre autres, rapidement, les incontournables, c'est-à-dire Lamborghini, entre autres, dans cette zone-là, la zone automobile, etc., avec une collection de 20 millions de dollars, dont, entre autres, une Bugatti Chiron Pure Sport qui va être présentée pour la première fois d'une valeur d'environ de 7 millions de dollars. Nos amis, les artistes de Exclusive Automotive sont de retour. L'an passé, c'est la première fois qu'on a fait une zone de voitures tuning. Ça a été extrêmement populaire. Donc, ils reviennent également cette année. Les voitures antiques, cette année, c'est une thématique cubaine. Donc, pour ceux qui ont déjà été à La Havane ou à Cuba, on va retrouver des véhicules similaires aux années 50. Quand je dis on relève la barre au niveau expérientiel ou au niveau événementiel, pardon, Défi Évasion, pour la première fois, sur place. Woodley Park, qui est un parc de dinosaures en Beauce, s'en viennent et transportent leurs dinosaures jusqu'au Salon de l'Auto. Ça va être le fun pour les familles. Pour les familles, absolument. KCR Karting, donc une piste de karting intérieur électrique pour enfants qui fait 120 pieds de long environ. La zone d'arcade, bien évidemment, avec le Vox. Les premiers répondants, pompiers, policiers, l'armée avec les véhicules blindés. Tesla également est sur place dans cette zone-là avec, je dirais, des belles surprises qu'on va annoncer éventuellement. Et même pour une première fois, tatoueurs, barbershop, vraiment, tout y est là, pour la famille. Puis sans oublier, bien évidemment, la zone familiale Toyota en collaboration avec Mille Pattes Amusement. Donc, c'est 10 000 pieds carrés de jeux gonflables, jeux d'adresse. Et c'est important pour nous, toutes ces activités-là, c'est gratuit à l'achat de billets. Il va en avoir vraiment pour tous les goûts. Rapidement, quelques véhicules présents qui vont être sur place. Est-ce que tu as des petites annonces à nous faire? Oui, oui, oui. Outre les véhicules, évidemment, sous embargo, mais rapidement, le tout nouveau F-150 de chez Ford, la nouvelle i5 chez BMW. Pour la première fois à Québec, pour la première fois même au Québec, la Fiat électrique, le nouveau Lexus GX, également chez Porsche, la 911, mais le modèle Dakar qui va être présenté. Fait que vraiment, là, les passionnés de l'automobile cette année, c'est la place à venir. Salon de l'Auto, évidemment, c'est une place extraordinaire pour parler d'électrification des transports. Vous êtes bien impliqué là-dedans et conscient, évidemment, qu'on s'en va vers l'électrification. Oui. Le salon, il ne fait pas exception cette année. Absolument pas. Année après année, on fait des essais de voitures électriques. Ça a de plus en plus de succès. Autant il y a de plus en plus de voitures sur le plancher pour le consommateur, mais également en essai routier. Donc, cette année, en collaboration avec CAA Québec et Roulon électrique, un autre record, Daniel, c'est 23 véhicules cette année qui vont être offerts pour le public. Un conseil que je peux donner, par contre, à tes auditeurs, c'est arriver tôt cette année si vous voulez essayer un véhicule. Le principe est très simple, c'est le premier arrivé, premier inscrit. Et on fait une boucle de 5 km à l'extérieur du centre de foire pour se familiariser avec la conduite du véhicule électrique et surtout poser l'ensemble des questions aux gens qui sont spécialisés du CA à Québec. Et même, on peut essayer plusieurs véhicules au cours d'une même journée. Bon. Rappelle les dates en terminant. 5 au 10 mars prochain. Toutes les informations au salondautodequebec.com et surveillez nos médias sociaux, là, que ce soit Facebook, TikTok, Instagram. Et vous avez l'amabilité de nous laisser des billets pour les téléspectateurs. Absolument, ça nous fait plaisir. Merci, Charles. Merci. Alors voilà, on s'arrête à Virage et on revient rester avec vous. Nous sommes de retour à Virage et je suis en compagnie de Patrice Ouellette de 48heurparjour.com. Salut, Pat. Salut, Dan. Ça va bien? Pleine forme. Bon, on a un cérébral à Virage, c'est toi. Fait que c'est toi qui es le mieux placé pour nous analyser le marché parce que je veux avoir ton appréciation sur 2024.
Ça va être quoi le marché 2024? Puis au cours de nos chroniques, on va analyser évidemment la situation, l'évolution, la voiture électrique, évidemment l'évolution de la voiture électrique et du marché de la voiture électrique. Mais là, qu'est-ce que tu vois pour le consommateur, là, 2024, les aubaines? Qu'est-ce qui se dresse si on devant regarde, le consommateur? c'est un bel angle, Daniel, regardez du côté du consommateur. 2024, ça va être une très, très belle année pour le consommateur. Pourquoi? Parce que les inventaires commencent à monter vraiment partout. Il y a certains manufacturiers même qui ont comme beaucoup trop d'inventaires. Je ne te dirais pas que la panique n'est pas pognée, mais on n'est pas habitué de supporter autant de taux à des taux d'intérêt très élevés. Bien, c'est ça là, qui vient changer la donne. Explique-nous un peu qu'est-ce que le taux d'intérêt vient changer dans l'inventaire des concessionnaires. Bien, aussitôt que le véhicule n'est même pas arrivé chez le concessionnaire, que déjà le concessionnaire doit le payer. Donc, les autos que vous voyez dans les cours de concessionnaire sont payés d'avance. C'est le propriétaire de la concession qui a une marge de crédit, lui aussi. Comme il y a des gens qui ont des marges hypothécaires, là, il y a une marge de crédit qu'on appelle un floor plan. Puis l'argent est envoyé au manufacturier. Le problème, c'est que présentement, comme quand on renouvelle son hypothèque, les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés. Fait qu'imaginez les frais financiers quand tu as 5 millions, tu as 10 millions, tu as 20 millions d'inventaire, ce que ça peut représenter par mois. Donc, tu peux gruger tous tes profits juste en soutenant de l'inventaire. Donc, le taux d'intérêt va mettre de la pression sur les concessionnaires avec l'inventaire qui s'élève. Oui. Ça se traduit comment en avantage aux consommateurs? Bien, écoute, si les inventaires montent, le concessionnaire a un problème, oui, mais le manufacturier aussi. Parce que lui, il veut continuer à envoyer des autos parce qu'il veut faire produire ses usines. Le concessionnaire dit non merci, j'en ai assez. Il dit non merci. Fait que le manufacturier fait quoi? Met des programmes, met des incitatifs. Bon, voilà. C'est pour ça que 2024, du point de vue du consommateur, magasinez. Faites des téléphones avant de vous déplacer. Il y a des endroits qui vont être plus nerveux puis qui vont vouloir, comme on dit, liquider les inventaires beaucoup plus rapidement. Fait qu'il va y avoir des belles aubaines à avoir sur le marché. Ça amène, on a parlé consommateur, le concessionnaire à l'interne et le fabricant, eux, vont devoir travailler différemment des dernières belles années qu'ils ont eues, les deux pieds sur le pouf. Ouais. Ça allait bien, l'argent rentrait, on vendait les autos chères, on n'avait même plus le choix de notre couleur. Tu vas prendre cette couleur-là ou laisse-le là. Donc, il y a eu des belles années, ça tire à sa fin. Tu le décris très bien, Daniel. Je pense que dans les concessionnaires, avant de paniquer, il faut revenir à la base. C'est quoi accueillir un client? Accueillir un client en ligne, dans son showroom en ligne, dans sa salle de monde virtuelle, puis accueillir un client dans son concessionnaire quand tu le fais rentrer dans ton environnement. Donc, on va devoir revenir à l'essentiel de la vente. C'est quoi les besoins du client? Qualification. Donc, refaire les étapes de la vente avec son équipe de vente, former les gens. Il y a des gens qui ont été embauchés dans les ventes pendant la COVID. Eux autres, ils s'imaginent que vendre des autos, c'est comme l'époque de la COVID. Tu ne te faisais pas magasiner. Donc là, on rentre dans une industrie qui est comment? Comme c'était un peu avant la COVID. La différence principale, c'est que les autos sont beaucoup, beaucoup plus chères. Les paiements par mois n'ont rien à voir avec ce que c'était avant la COVID. Ça veut dire un travail accentué pour les conseillers qui sont là, effectivement, puis qui ont pris des mauvais plis, il faut se le dire. Oui, ils ont absolument. pris des mauvais plis. Moi, j'en ai eu des plaintes où on a rentré dans des concessionnaires, on s'est fait accueillir tout croche, puis mettre de la pression parce que, justement, ils pouvaient se le permettre, probablement pendant la COVID, Ouais. puis ils l'ont fait. On s'est gâtés. On nous avait dit que ça ne reviendrait jamais, les inventaires dans les cours de concessionnaires, alors que c'est totalement faux. On s'aperçoit aussi, puis on va en reparler sûrement, mais que les inventaires de véhicules électriques augmentent plus vite qu'on l'aurait imaginé et la demande stagne plus vite aussi qu'on l'aurait demandé. Oui, puis encore là, Daniel, tout ça est drivé, si je peux dire, par le prix. Parce que le véhicule électrique est encore très, très cher. Et même à ce prix-là, tous les manufacturiers perdent de l'argent sur ce qu'ils produisent. Donc, il y a une patate chaude dans l'industrie, si on peut dire, à tous les niveaux. Hein, les gouvernements ont décidé qu'ils amenaient les consommateurs à acheter ça. C'est pas la réponse des manufacturiers, l'électrique, c'est la réponse des gouvernements à l'enjeu d'environnement. Fait que comment tout ça va se développer dans les prochaines années? Moi, je pense, dans les 3 à 5 prochaines années, Daniel,
il va y avoir des changements majeurs au niveau des manufacturiers. Je regardais le président de Stellantis qui disait que si Tesla continue à mettre de la pression à la baisse sur les prix, qu'il allait avoir un bain de sang. Bloodbath, c'est ces mots, là. Parce qu'ils perdent déjà énormément d'argent. Donc, s'il faut réduire les prix des inventaires actuels pour stimuler la demande, c'est un modèle d'affaires, Daniel, qui ne tient pas la route encore. Encore, au moment d'enregistrer l'émission, Tesla a baissé encore ses véhicules de 1 000 $. Et tu parlais justement d'une stratégie d'accueil de clients, de vente, de retour à la base. Ce que Tesla amène dans le marché, eux n'ont pas de système de vente, n'ont pas de système pour écouler leurs véhicules. C'est uniquement des baisses de prix et ils font même pas de publicité, ils font rien. Donc, on doit baisser nos prix. C'est la seule arme qu'ils ont présentement. Est-ce que c'est un modèle qui est voué à changer également, ça? Bien, écoute, ils ont les moyens de le faire parce que leurs coûts de production sont beaucoup plus bas que tout le monde. Fait qu'eux autres, quand ils baissent les prix, ils font encore de l'argent. Puis c'est ça le défi du manufacturier traditionnel, c'est que lui, il n'a pas les moyens de continuer à financer ça. Fait que ça va être un bel enjeu. L'autre enjeu, Daniel, rapidement, c'est l'enjeu financier. C'est qu'on a vendu pendant les 3 dernières années des autos très chères. Et comme les inventaires montent, ça veut dire que la valeur de ces autos-là qu'on a vendues est en train de chuter et tout le monde est en équité négative. Ça veut dire que les banques qui financent, la Banque Royale, la CIBC, le parc automobile de la banque est négatif. Le portefeuille sont peut-être en perte de centaines de millions. Ça aussi, c'est un gros enjeu que les gens ne réalisent pas. Fait que les banques sont frileuses. La Banque de Montréal s'est retirée du financement automobile pour ces raisons-là, parce que son niveau de risque était trop élevé. Donc, il y a plusieurs choses, plusieurs enjeux. Est-ce que 2024 s'annonce une plaque tournante dans l'industrie automobile? Est-ce que plus ça va aller, plus ça va avancer dans l'année, on va voir des changements, des stratégies des fabricants qui vont revenir? Je ne m'attends pas à de gros changements, à part on va revenir, je pense, à un modèle avant COVID en termes de vente puis d'inventaire. Il va falloir revenir à l'essentiel de la vente. Je le dis toujours, le moment où on perd le plus d'argent dans une business, c'est quand on en fait le plus. Parce que c'est là qu'on est plus lousse un peu partout. Fait que là, il faut resserrer un peu sa gestion dans les concessions, puis resserrer la formation du personnel pour mieux servir les clients. Le consommateur va retrouver son pouvoir d'achat comme c'était un peu le cas. On se reparle très bientôt. Merci, Pat. Excellent, Daniel. Voilà. Patrice Ouellette, 48heuresparjour.com. On s'arrête à Virage et on vous revient. Voici de retour et c'est le temps des nouvelles de l'industrie. Et cette semaine, c'est avec Maxime Dubois. Salut, Max. Bonjour, Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Toi aussi? Oui, absolument, Maxime. Plusieurs nouvelles de l'industrie. On va commencer avec Honda. Oui, une attente qui n'en finit plus de finir. Enfin, on en sait un peu plus sur le Honda Prologue 2024, un véhicule qui nous est promis depuis je ne sais plus combien de temps déjà, mais on en sait un peu plus. On laissait miroiter. Du moins, on se croisait les doigts pour quelque chose aux alentours du 65 000 au prix de détail suggéré par le fabricant. Bien, bonne nouvelle, on a sagement décidé de le placer à 59 990 Bon, plus les frais, plus de transport et préparation, mais au moins, la voie est libre pour les deux paliers et avoir les subventions 5 et 7 000 Très intéressant de ce côté-là. On en sait un peu plus, là, parce que là, on sait aussi qu'on va avoir 3 versions, EX, EXL et Touring. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on prévoit un 452 km pour les 2 premières versions. Évidemment, la Touring étant un peu plus pesante. Bon, l'autonomie va baisser un petit peu, pas trop, 439 km. C'est quand même, disons, dans la très bonne moyenne. Et on a le fameux 400 km qui est enfin est libre. Oui, mais j'aime mieux le 500, moi. Fait que, on voit qu'on arrive avec des nouvelles générations de véhicules électriques. Tout à fait. Et que la barre du 500 km est vraiment difficile à franchir. Parce qu'on sait que 450, dans la vraie vie, à part l'été, quand il fait beau, vent dans le dos, on va peut-être réussir à l'atteindre, même à le dépasser. Mais dans la vraie vie, on sait que c'est peut-être un petit peu en bas de 400 km qu'on va faire. Donc, c'est encore un petit peu insuffisant pour aller chercher de nouveaux adeptes de la voiture électrique. Il faut dépasser le 500 km. On est rendu pratiquement à la 3e génération de véhicules électriques. Là. Et là, on sait très bien qu'on utilise en plus
la prometteuse batterie Ultium de GM. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Encore une fois, il va falloir attendre. S'armer de patience. Qu'est-ce qu'on va avoir donc avec ce Prologue? Bien, quand même, pas mal d'équipements de série en entrée de gamme. Alors, Apple CarPlay, des roues 19 pouces, très bien équipé. Siège électrique, tout ce qu'on s'attend à avoir pour ce véhicule-là. Et bien évidemment, si on va vers la version un peu plus équipée, pour la Touring, bien évidemment, là, on n'aura pas le droit aux subventions parce qu'on va être à plus de 65 000 Vraiment, je pense qu'on va marquer quelque chose de bien intéressant avec ce véhicule-là. Il est extrêmement attendu chez Honda. On l'attend donc dans les prochains mois. Tu en feras l'essai prochainement je vais en faire aussi. l'essai prochainement. On va vous présenter le tout. Et je l'aime au niveau du design. J'ai hâte de le voir en vrai. Mais je suis très critique au niveau du design du côté de chez Honda. Mais pour ce qui est du Prologue, je pense que ça fait le travail. On adoucit les lignes un peu, donc assez intéressant. Bien hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, chose certaine, il est très attendu, ce Prologue. On parle d'alcool au volant. Bon, évidemment, une nouvelle technologie qui vient d'arriver, encore une fois. Ça a été présenté lors du CES, le Consumer Electronic Show. Alors, le géant canadien Magna International a présenté, un nouvel élément qui pourrait être intéressant. Il y a quelque chose de nouveau et de pas nouveau là-dedans. Dans le pas nouveau, c'est qu'on va être capable de regarder, placer une espèce de capteur qui va surveiller les yeux. On voit ça déjà chez GM et compagnie. Mais là où on a de l'avancement là-dedans, c'est qu'on va avoir aussi un capteur pour peut-être mesurer le taux d'alcool dans la respiration. Alors là, ça va être intéressant. Là, je me pose la question, c'est si toi, tu es un gentil conducteur désigné, que tu n'as pas pris une goutte, mais tu as quelqu'un à côté qui a fêté. T'en as trois dans l'habitacle. Il y en a un petit peu, là. Alors, je ne sais pas comment ils vont être capables de peut-être gérer ça, mais en tout cas, c'est quand même une chose quand même assez intéressante. On sait que nos voisins du Sud prévoient peut-être des nouvelles règles d'ici novembre avec des contraintes pour les constructeurs, pour les conducteurs ayant... disons, fêter un peu plus fort. Donc, ça peut être quand même assez intéressant. Alors, c'est du monde de chez nous qui travaille sur ce logiciel. Mieux, là, parce que Magna, c'est une belle compagnie. Absolument. Fabrique beaucoup de pièces pour l'industrie automobile. Ouais. Donc, reste à voir comment tout ça est applicable. Parce que c'est de bonnes idées. Oui. Mais commercialement parlant, comment ça peut fonctionner? Tu sais, j'ai un petit doute. Et... avons-nous besoin de rappeler tous les problèmes engendrés avec une première arrestation? Exact. Première arrestation, première infraction pour alcool au volant, on est à 1 750 $ je ne me trompe pas. Si on parle des frais d'avocat, des frais reliés à l'antidémarreur plutôt, l'augmentation des primes d'assurance, ça frise de 5 000 à 6 000 $. Alors, c'est quand même très élevé, sans compter qu'on a un dossier criminel. Alors, peut-être que ça vaut la peine de faire attention un peu à ça. Et peut-être que si ce bidule-là arrive et est fonctionnel, bien, ça va peut-être... peut aider les conducteurs, effectivement. Pourquoi pas? Et peut-être garder ses sous et garder nos routes sécuritaires. Voilà. On parle de Ford maintenant, le Ford Explorer, un monument en sur fin nos de vie, routes. il faut le dire, en fin de vie, mais il reste que c'est un véhicule qui est toujours pratique, vendu énormément incroyable. Aux instances policières, etc. Donc, c'est un véhicule qui est encore là, mais qui a besoin d'amour. Mais très aimé, là, vraiment adoré. Aimé, puis on en voit encore sur nos routes. Alors, pour 2025, beaucoup de nouveautés intéressantes. On a délaissé la version hybride. Ça, c'est un peu particulier. En fait, on va la garder, mais juste pour les versions police, les Interceptor Police Pack, comme on disait. Mais quand même, beaucoup de choses nouvelles. Nouvelle calandre. On a épuré un peu aussi un écran, donc simplement 13,2 pouces. Beaucoup de choses dans cette refonte-là. On essaie évidemment de toujours être à côté puis de ne pas se faire encore enlever des unités vendues par l'autre concurrent qui est le Highlander. C'est quand même assez particulier. Donc, c'est vraiment les deux chefs de file dans ce segment-là. Beaucoup de choses intéressantes à parler. 2 moteurs. Le EcoBoost, évidemment, 2,3 litres, qui sera, évidemment,
probablement la version la plus utilisée, la plus commandée, mais on aura aussi droit au V6 suralimenté de 3 litres et de 400 chevaux. Autre chose intéressante, c'est qu'on a adopté aussi la stratégie qu'on a déjà chez le Escape. Donc, on est rendu avec des versions ST, les ST Line, les Platinum. Donc, on a laissé les XL, XLT et compagnie qu'on connaît depuis Mathusalem. Donc, on n'a plus de version XLT, plus de King Ranch non plus. Donc, nouvelle stratégie. On essaie de rajeunir un peu là-dessus. Et, chose intéressante, enfin, l'ensemble remorquage est en équipement de série sur ce véhicule-là. C'est quasiment un... Quand on achète ça, c'est pourquoi 9 fois sur 10 c'est pour remorquer l'utilitaire quelque sport chose. par excellence. Donc, ça voilà. prend Ça un prend ça. système de remorquage qui vient avec. Alors, effectivement. enfin, en équipement de Oui, série. petite mise à jour. Je pense que c'est la dernière mise à jour pour cette génération-ci. On va passer à d'autres choses du côté de chez Ford. D'ailleurs, on est en train de tout repenser notre stratégie des sports utilitaires. Oui. L'EcoSport est disparu. L'Escape est aussi en fin de vie. Là. Il est rendu à son deuxième changement sur la même génération. Edge est disparu. L'Explorer, c'est vers la fin. L'Expédition, la même affaire. Donc, on va sûrement arriver avec une nouvelle génération de véhicules sport utilitaires chez Ford. Là, je peux pas croire. On travaille là-dessus, mais encore une fois, un segment très populaire chez nous, mais surtout chez nos voisins du Sud. Alors, à Comme on suivre pour dit, 2025. c'est pas tuable, un Explorer. Pas tuable. Non, bien, c'est spécial. Je serais curieux de voir les chiffres en termes de fidélité. Les gens qui ont acheté un, qui ont renouvelé pour un autre, exactement le même modèle, ça doit être assez impressionnant. Oui. On parle aussi du Jeep, le Wrangler. Alors, pas le Wrangler, excuse-moi, mais le Wagoneer S. Alors, on sait qu'on a des photos qui ont sorti récemment. Bien là, on a déboulé un petit peu plus dans les informations qu'on est capable d'avoir. La fameuse plateforme STLA large, comme on appelle, qui sera évidemment, là, qui va dévoiler, qui va faire qu'on va pouvoir avoir, on nous promet 8 nouveaux véhicules électriques du côté de chez Dodge, Jeep Stellantis et compagnie. Alors, 8 nouveaux à travers les 5 marques d'ici 2026. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bien, un look, disons, rafraîchi, qui sera exclusivement électrique. Et ça fait très Range Rover. Je ne sais pas si c'est pour toi, là, mais disons qu'on a épuré la ligne, on l'a étiré, on l'a effilé un peu. Et on nous prévoit quelque chose d'assez... intéressant sur le pied droit. Laisse-moi te parler d'un 0-100 qui devrait se faire en 3,7 secondes. C'est quand même assez. C'est trop. C'est trop, c'est pas... C'est un véhicule utilitaire sport, là. C'est pas un véhicule sport, c'est pas un muscle car, c'est pas une voiture de course. C'est pas ça qu'on veut dans ce type de véhicule-là, mais en tout cas... Mais c'est pas ça le pire. On est mélangé un peu avec le véhicule électrique. On veut que ce soit hyper performant sur un sport utilitaire de luxe, comme ça, de très grand luxe. Tu n'as pas besoin de toute cette puissance-là. C'est pas ce qui est recherché de la part de la clientèle. Là, on veut nous mettre beaucoup de puissance dans des véhicules ou dans des segments où les personnes, c'est pas ça qu'ils recherchent. On va en avoir plus encore, Daniel. On va en reparler. Je sais qu'on va en avoir plus encore. Encore plus parce que on nous prévoit des versions encore plus rapides. Stellantis a promis des mises à jour de performance du système de propulsion amélioré et des mises à jour via les voies aériennes. Alors, ça va être encore plus que ça. Donc, ça s'en vient pour être un véhicule, je pense, des plus intéressants avec tous ces écrans et tout à l'intérieur. Donc, un 600 chevaux, une sortie qui est prévue déjà cet automne. Très intéressant. On voit qu'on est capable maintenant, enfin, avec Stellantis, d'arriver, parce qu'on traînait un petit peu de la patte dans ce segment-là, dans l'arrivée de l'électrique. Donc, avec la nouvelle plateforme, enfin, des nouvelles choses, des promesses, mais tu sais comme moi que c'est annoncé, mais on ne les voit pas encore. Hein? J'ai hâte d'en apprendre plus sur l'autonomie, j'ai hâte d'en apprendre plus sur les prix. Pour ce qui est des performances pour ce véhicule-là, ça m'intéresse plus ou moins. Et il va y avoir des versions Challenger aussi qui vont arriver 100% électriques, où là, je vais vouloir entendre parler de performance puis de 0-100. D'un sport utilitaire de même, pas vraiment. Merci, Max. Ça fait plaisir. Voilà, on s'arrête à virage et on vous revient. Ce segment d'émission vous a été présenté par les Centres d'inspection technique CAA Québec.
Voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virage à télémac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre, nous poser vos questions. Voici les personnes gagnantes d'une paire de billets. Vous avez tout simplement à vous présenter ici à Télémac durant les heures normales de bureau pour récupérer votre paire de billets. Je donne les noms immédiatement. Madame Diane Villeneuve, Luc Robitaille, Marc Nadeau, Christian Savard, même nom qu'un de mes amis, ça, Christian Savard, Michel Bédard et Jean-François Chouinard sont les personnes qui gagnent pour l'instant une paire de billets. Il va en avoir d'autres, évidemment, des gagnants. La semaine prochaine, bien sûr. Jacques, on a plusieurs questions. On commence tout de suite. Justement, concernant la voiture électrique, on nous dit est-ce que je dois faire réchauffer ma voiture le matin? Donc, on parle du moteur ou du système. Comme je le fais avec ma voiture à essence, je prends possession de ma voiture électrique dans très peu de temps. Non. Ah, si on le fait surtout en hiver, dans le but de réchauffer l'habitacle, en dehors de ça, non. Ouais. C'est comme avoir un bouton après un mur, par exemple, on fait on-off pour allumer les lumières ou les éteindre. Alors, c'est l'équivalent au niveau de l'électricité. Alors, C'est pour ça. le confort, oui, on chauffe quelques minutes et on peut partir dans tout confort, surtout en hiver. Les éléments mécaniques n'ont pas besoin d'être Absolument. réchauffés. C'est ça, c'est un moteur électrique, donc c'est instantané. Par contre, évidemment, il faut faire dégivrer notre pare-brise, réchauffer C'est ça. l'habitacle. Ça, on peut le faire et je le recommande beaucoup lorsque le véhicule est branché ou de le pré-programmer si vous savez déjà l'heure, parce qu'avec les applications, on peut déjà pré-programmer et comme ça, on peut préserver notre batterie. Alors, peut-être faire attention un peu pour ceux qui déglacent leur pare-brise. J'entends beaucoup des gens qui ont été un peu forts Qui ont brisé justement, le pare-brise. en brisant la glace. Ils brisent les pare-brises parce qu'il semble que les nouveaux pare-brises sont plus minces. Alors, en étant plus minces, ils sont plus fragiles et ils se vendent beaucoup de pare-brises. On est pressé puis on y va fort. C'est dur à enlever de la glace. Une petite facile, Jacques. Mazda CX-30 avec le plus petit moteur. Les questions, c'est sur la rouille, la fiabilité et les coûts d'entretien. Donc, la rouille, c'est chez Mazda, là. On a eu un petit épisode où nos véhicules ont rouillé, puis ça a créé un traumatisme. C'est ça, mais Hein? c'est vraiment un Et là, il traumatisme. rouille plus, pas en tout. Ça rouille plus, mais on continue à y penser. Tu sais, moi, Ouais. je me souviens, antérieurement, là, ça fait longtemps, là, dans les années 78, 79, 80, on parlait Ford, on disait F-O-R-D, Ferrari. Tu sais, à l'époque, tu regardais puis tu pouvais quasiment les balayer, c'est tellement qu'ils rouillaient rapidement. Ça n'existe plus. Et la même chose qui est arrivée en 2008-2009 avec Mazda. Et Mazda s'est occupé même de racheter les voitures ou des voir à les faire réparer. Ils ont dépensé énormément d'argent parce que c'était des voitures qui n'étaient pas destinées pour le Canada. Mais vu que les ventes étaient tellement fortes, Mazda Canada ont acheté un lot de voitures et le bateau est venu nous livrer ça ici. Et on s'est aperçu que l'acidité de l'acier Ah, il y avait pas la n'était bonne pas la tôle. même Ouais. pour certains pays que le Canada. Alors, ces voitures-là ont rouillé. Mazda s'en est occupé des Ben, on reprendre. traîne des affaires. Tu sais, Hyundai traîne encore Non. la poney, genre. Ben oui, Tu sais, ben ça fait oui, qu'à un ben moment oui. donné... Mais alors, au niveau Fiabilité. qualité, au niveau rendement, un CX-30, là, vous achetez ça les yeux fermés puis promenez-vous. Fiabilité, coût d'entretien, Oui. très raisonnable. Alors, c'est un très bel achat. Volkswagen Jetta 2020, 72 000 km, automatique, état neuf. On l'achète. C'est pas compliqué. 20 500, alors on achète, Ben comme oui. Jacques dit. Ben oui. Aucun problème. Moteur économique, voiture fiable. Alors ça, pour ce qui est de la Jetta, vieillissante, Mais qui se démode design ordinaire, pas. Il se démode mais ça pas. passe les années, cette vieille Jetta-là, puis elle fait le travail. Ouais. Puis on n'en parle pas assez. Ben, Volkswagen n'en parle pas assez, non, d'ailleurs. Volkswagen, et il s'en est pas vendu non plus énormément. Alors, le fait Ben, que- tu sais, t'as un Elantra qui a un méchant beau design. ouais. Tu te bats contre une Mazda 3, contre une Corolla. Une Toyota Corolla qui a plus de design qu'une Ben oui. Jetta. Oui. Alors, tu sais, la concurrence est forte. c'est pas très. Chez Nissan aussi. Chevrolet Trax, pour deuxième voiture, j'aime beaucoup l'espace en lien avec le prix. Nous autres, on aime surtout le prix, mais c'est un véhicule de ville qui fait un excellent travail. Ouais. Un véhicule de ville qui te permet aussi d'aller faire du millage à l'extérieur, mais c'est pas un véhicule qui te donnera un rendement au niveau performance quand tu prends les grandes routes avec ça. Mais dans la ville, là, amuse-toi. C'est un véhicule qui bon rayon de braquage, qui se stationne facilement.
C'est pas un monstre. Moi, je vois ça, on va dans les grands stationnements là, souterrains ou n'importe quoi. Et tu vois des camions qui dépassent, là, on a de la misère à passer entre les stationnements. Mais moi, je me dis, tu vas avoir du plaisir à conduire, achète-toi un Trax comme ça. Tu vas avoir l'économie, tu as le rendement, tu as une bonne garantie. Ben oui. Puis là, tu as une transmission à 6 vitesses. En plus. Les meilleures transmissions de l'industrie automobile, c'est les 6 vitesses. Absolument. Qu'on en dise n'importe quoi. C'est pas les plus économiques sur la grande route, va de soi, mais ça reste que, contrairement à la CVT, c'est une amélioration majeure parce que le petit 1,2 litres, c'est un petit moteur. Fait que la transmission automatique fait un bon travail. Alors ça, c'est un autre bon point pour ce qui est du Trax. F-150 2016, 167 000 km, super propre. C'est important, ça, Jacques, dans l'équation. Bon prix. Je n'ai pas le prix, mais ça a l'air que c'est un très bon prix. Moteur 5 litres, usage normal du véhicule. Donc, on ne prétend pas travailler fort avec ce véhicule-là. 160. Inspection, puis 2016... l'aluminium est arrivé en quelle année, genre? Environ. 2015, 2016. Si mémoire est fidèle. Alors, il est en aluminium. Donc, entretien mécanique. Puis, si au niveau de la mécanique, vous n'avez pas énormément d'argent à mettre sur le véhicule, moi, je le recommande fortement. Si c'est ça qu'on a besoin, un véhicule comme ça, au niveau des prix, etc., ça peut justement combler un besoin. Eux, ils étaient portés à plumer, si on appelle ça plumer. Ils ne rouillaient pas nécessairement, mais la peinture levait dans le bas des caisses. S'il est propre, s'il est beau, s'il a été bien entretenu, ça va tout être là encore. Et continuer à l'entretenir, ça va vous faire un camion, comme on dit, un pick-up à un prix raisonnable. Ça va commencer à être payant pour Ford, l'aluminium. Oui. Parce qu'avant, si les véhicules n'ont pas beaucoup d'âge, ça ne change pas grand-chose entre un Ram, un Silverado ou un F-150. Oui. Mais là, les véhicules vont arriver à 10 ans bientôt. Là, si tu en as un en aluminium qui ne rouille pas, qui a de l'air très propre, puis tu as seulement la mécanique, contrairement aux autres carrosseries qui vont commencer à rouiller, c'est là que ça va devenir payant pour Ford avec son F-150. Des véhicules de 8 ans actuellement. Ça fait que 10 ans, on est là dans pas grand temps. Exactement. Ouais. Auto électrique neuve, presque le même prix. Un Mach-E ou un Tesla Y? Moi, j'y vais avec le Mach-E. Ouais. J'aime pas le Mustang. Pas le Y. D'ailleurs, on assiste à des baisses de prix importantes. C'est un bon véhicule, mais ça prend la nouvelle génération du Y. Le Y mis à jour. Pas l'ancien, mais le mis à jour, en espérant que la peinture et les petits défauts qu'on a mis puissent être à peu près réglés. Mais mon cœur balance pour un Mach-E parce qu'il y a des concessionnaires Ford un peu partout. L'entretien, le service, pour moi, c'est supérieur. Plus de chances d'avoir les pièces. La Tesla, moi, j'aime beaucoup la Tesla pour le système électrique qui a monté sur ce bord-là. La qualité de son moteur. Mais une bonne protection si on achète une Tesla au niveau de l'anti-rouille. Et, comme tu disais, les dernière génération de Tesla 3, avec le nouveau prix, va être intéressant parce que maintenant, on va pouvoir jouir de la subvention du gouvernement avec les nouveaux prix. Absolument. Nissan Ariya pour 10 000 km par année, oui. Ben oui. Mais pas le modèle de base. Le modèle de base est dénudé, pas à peu près avec l'Ariya. Donc, on s'en va dans un modèle plus équipé. Ce que j'ai vu de publicité intéressante, c'est que Ariya, actuellement, 0 % d'intérêt. Alors, il s'en est pas vendu beaucoup, c'est le temps d'acheter. Donc ça veut dire qu'on a mis un rabais sur le véhicule, mais on l'applique sur le taux. Absolument. Le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt. Merci, Jacques. Merci, Dan. Merci. Voilà, on s'en reparle la semaine prochaine. Voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine pour un autre Virage. Bonne semaine.